Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Moulin à Café. On est ensemble ce soir pour un cycle de partage d'expériences, de transmission de savoir autour de l'expérience des cafés associatifs. Donc je sais que dans la salle, vous êtes plusieurs porteurs de projets. On a aussi des porteurs de projets, des acteurs de cafés associatifs ici à la tribune. Et l'objectif de ce cycle qu'on a lancé en 2015, c'est de soutenir finalement la création de nouveaux cafés associatifs, parce qu'on est souvent sollicité au Moulin à Café par des gens qui veulent créer des cafés associatifs ailleurs et qui ne savent pas comment faire, qui viennent ici, qui posent plein de questions. Et on s'est dit, plutôt que de répondre à 3 questions par jour, on va concentrer 30 questions en une soirée. Et voilà, donc voilà comment est née cette idée de cycle. Alors, chaque soirée thématique qui a lieu à peu près chaque soirée de ce cycle qui a lieu à peu près tous les 2 mois est thématique. Ce soir, on a une thématique qui est comment est-ce qu'on va faire pour convaincre les pouvoirs publics, voire même les institutionnels privés, de laisser un café associatif s'installer sur leur territoire. Donc l'objectif de cette rencontre, ça va être de faciliter la parole, de faciliter les échanges entre nous. Donc vous allez prendre la parole très vite parce que je vais vous demander de vous présenter. On a aussi donc des acteurs associatifs, on a des experts qui sont invités, Mélodie Tonoli qui est adjointe à la maire du 14e arrondissement pour parler de la relation avec les pouvoirs publics, ça s'imposait. Et puis on a avec nous Julien Bonnet et Marie Audou qui sont tous les deux des cofondateurs, ils étaient 9 cofondateurs d'un café associatif culturel qui s'appelle Le Grand Bouillon à Aubervilliers. Et vous envoyez les photos derrière eux, puisque voici donc leur site internet. Leur site internet qui est le témoignage finalement d'une très belle aventure. Ils vont vous la raconter, mais c'est une aventure qui s'est terminée il y a très peu de temps. Et ça aussi, ça fait partie du partage d'expérience. Il y a des réussites, ils ont vécu 4 ans de réussite, et puis il y a des moments où les choses peuvent s'arrêter. Au Moulin à Café, ça fait 12 ans qu'on existe, mais ça pourrait très bien s'arrêter. Donc voilà, et c'est intéressant, important en tous les cas d'échanger là-dessus et probablement intéressant pour vous. Quant à moi, je m'appelle Frédéric Vuillot et je suis un des cofondateurs du Moulin à Café qu'on a créé en 2006 et je suis toujours trésorier de l'association. Voilà. Avant de laisser parler nos invités, je voudrais faire un petit tour de table très rapide dans la salle pour savoir qui est venu et pour quelles raisons. Donc Basile, tu es le premier sur cette grande tablée. Dis-nous qui tu es, même si j'ai déjà dit ton prénom, et dis-nous qu'est-ce qui t'intéresse ce soir. Bon, on m'entend là Non, on t'entend pas. Allume le... Là, on m'entend? Oui. Oui, en fait, je suis un habitué du moulin, je le fréquente depuis 12 ans. J'apprécie beaucoup cet endroit. J'ai eu l'occasion aussi de créer dans Wikipédia un article Café associatif qui est très documenté, notamment sur la relation entre les pouvoirs publics locaux et les cafés, parce qu'il y a souvent des mairies dans un tout petit village qui soutiennent les cafés associatifs. Et bon, je suis intéressé bien sûr par la pérennisation de ce café où je viens régulièrement. Et par ailleurs, j'organise le Carnaval de Paris tous les ans. Voilà, merci. Bravo Basile, merci. Alors Philippe Vanèche, je suis ancien médecin généraliste retraité dans ce quartier, pas loin d'ici. Je travaille actuellement beaucoup sur le quartier de la Porte-de-Vent, sur les quartiers politiques de la ville. Je suis dans le conseil citoyen, je suis dans la régie de quartier et on a un projet de café associatif autour de la rue Paradol et c'est un peu comme ça que j'avais rencontré Thomas et que j'ai discuté avec lui et que ça m'intéressait de venir ce soir. Donc une petite rue près de la Porte-de-Vent où il y a beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire déjà. Absolument. Bonsoir, je m'appelle Caroline de Purémont et en fait je suis bénévole depuis le début au Café solidaire de Montrouge, le Schmilblick. Voilà. Donc vous étiez venus nous voir d'ailleurs, exactement. Voilà, je viens aux informations parce qu'on est en plein développement. Et moi je suis plus du côté aménagement, cuisine, etc. Donc j'ai plein de choses à apprendre, à faire. Voilà. Merci. Alors moi je suis Anne-Laure, donc je suis une ancienne membre du conseil d'administration du Moulin à Café. Et du coup je fais un peu des infidélités puisque je viens de m'inscrire au café associatif de Montrouge. Et il y a encore plein de choses à développer, etc. Je voulais avoir quelques informations, notamment sur les relations avec les acteurs publics
qu'on souhaiterait développer. Et on est très content de te revoir. Merci Anne-Laure. Je pique quelques idées du coup, hein. Je suis désolée. Hein. T'as raison, c'est fait pour ça. Voilà, exactement. Bonsoir, je m'appelle Daniel, je fais partie de l'équipe des fondateurs du Bar Commun. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, un bar associatif qui a ouvert il y a 1 an maintenant, un jeune petit frère du Moulin à Café dans le 18e arrondissement de Paris, dans le nord du 18e. On a déjà une aventure avec nos amis des pouvoirs publics et les différentes institutions. Et voilà, je suis là pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques à éprouver. Excellent, merci Daniel. Bonsoir, je m'appelle Caroline. Donc aujourd'hui, je travaille pour une agence publique sur le secteur de la vie durable et de l'environnement. Et avec un ami, on a envie de changer de métier, on a envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc cette nouvelle aventure, on ne l'a pas encore écrite, on est au tout début de notre réflexion. Et on se pose plein de questions sur l'ouverture d'un tiers-lieu, probablement, sur les questions d'éco-citoyenneté et de bien-être aussi pour tous. Donc voilà, je viens à la recherche des bonnes expériences des uns et des autres. Merci Caroline. Allez-y, jetez-vous à l'eau. On est des consommateurs du moulin. Marie depuis presque 10 ans et moi en parallèle de temps en temps. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager et souhaiter. La multiplication, vraiment, c'est formidable. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous êtes des habitants et des usagers du café associatif. Une dernière prise de parole dans le public ? Alors je suis Edgar, bonsoir. Je suis comme Basile un habitué là, souvent, parfois donner un coup de main. Je suis les cours d'anglais au départ qu'il y avait avec Sophie Pettucci. Et puis maintenant je suis bénévole au Schmidtwijk. Voilà, le Schmidtwijk est venu en force. Voilà, et j'essaye de développer un système de projection. Il y a déjà un écran et un vidéoprojecteur et j'espère qu'il y a des films pour des débats à faire. Eh bien, merci beaucoup à vous pour cette présentation. J'en profite pour dire que tout au fond de la salle, il y a l'équipe cuisine, Félix, Antonio, on a les bénévoles, Ronald, Françoise, Laurent qui sont là. Merci beaucoup à eux, parce que sans eux, évidemment, le Moulin à Café ne tournerait pas. Merci pour vos applaudissements. Alors, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Merci Basile. Alors, le Moulin à Café, je vous disais, on l'a créé en 2006. Et en fait, on l'a pensé dès 2004. On a mis 2 ans à le créer. C'est un projet d'habitants, des habitants du quartier qui se sont dit sur ce petit quartier, ce petit pâté de maison qui était complètement en travaux, énormément de travaux. C'était une ZAC, une zone d'aménagement concerté. Il y avait des choses à réinventer et puis il y avait aussi des nouveaux arrivants dont je faisais partie et des anciens habitants qui étaient déjà là et on se demandait un petit peu ce qu'il allait pouvoir se produire et on a constaté assez vite qu'on avait grandement intérêt à faire se rencontrer les habitants, les locataires, les propriétaires, les jeunes, les anciens, les mamans et puis enfin tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de choses autour d'ici. Il y a beaucoup d'équipements, il y a un jardin public, il y a une PMI, il y a une crèche, voilà, il y a un gymnase juste à côté et tout ça s'est concentré sur ce petit pâté de maison et on s'est dit mais comment est-ce qu'on occupe le terrain au moment où le chantier se termine, où il y a des squats sauvages, où il y a des décharges sauvages, où il y a un petit peu de trafic de drogue aussi qu'on voit sur la zone du chantier. Bon, eh ben nous, les habitants, on va se prendre en main et on propose de mettre une association ici à cet endroit-là. Le bâtiment n'était pas construit. C'est une résidence universitaire aujourd'hui qui est juste au-dessus et on savait que le bâtiment allait se construire. Et on a demandé à la mairie, au maire de l'époque, Pierre Castagnou, de valider un projet d'habitants qui était de dire on veut faire un café associatif dans un quartier, on veut qu'il soit géré par les habitants, on veut qu'il soit là pour les habitants et qu'on puisse se rencontrer autour de la culture, gratuite, et autour des repas, pas chers. Et ben ça s'est fait. Alors ça s'est pas fait super facilement parce qu'en réalité à la mairie à l'époque ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ce projet du hurluberlu ?
Et est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent, de demander à l'aménageur de réserver 70 mètres carrés pour un projet dont on ne sait pas s'il a une pérennité? Et en fait, on a été insistant, on n'a pas lâché le projet jusqu'au jour où un chargé de mission à la mairie du 14e arrondissement, Mélodie, tu n'étais pas encore à la mairie du 14e arrondissement, nous appelle en disant « Bertrand Delanoë vient inaugurer la ZAC d'Ido la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prêts ?» Et moi, je lui dis « Ben oui, on est prêts, mais on n'a pas les clés. Tu nous donnes les clés et on est prêts. » Il nous a donné les clés 2 jours après et on a démarré avec 2 tréteaux, une table et une cafetière. Voilà. Et puis 12 ans après, le moulin à café existe toujours. Alors ça a été évidemment plein d'aventures humaines, plein de projets à développer, plein d'apprentissages. On s'enrichit, on apprend beaucoup tout seul en fait sur ce genre de projet. On n'avait pas de séance de partage d'expérience comme ce soir, et même vous, même en partageant nos expériences ce soir, vous allez devoir apprendre tout seul aussi. Mais voilà, c'était extrêmement riche. Mais j'arrête de parler parce qu'il y a d'autres expériences qui sont extrêmement riches à côté de moi. Marie Audou, toi tu incarnes par ta personne, même si tu n'es pas seul, le Grand Bouillon à Aubervilliers, café culturel d'Aubervilliers. Est-ce que tu peux nous dire quand il est né et dans quelles conditions? On va parler peut-être d'abord des belles choses, tout ce que vous avez accompli, et ensuite on passera sur les aspects plus difficiles. Merci Frédéric et merci de nous avoir invités. Pour la petite histoire, Pour la petite histoire, voilà, moi j'ai un parcours dans le domaine des arts et de la culture. J'ai été licenciée économiquement et j'ai mis ce temps à profit pour passer un diplôme au CNAM de manager d'organisme à vocation sociale et culturelle. Au cours de cette formation, j'avais un mémoire à réaliser, une recherche à faire durant 2 ans et je l'ai consacré au café culturel. Et à l'époque, j'étais venue rencontrer, alors je ne t'avais pas rencontré Frédéric, mais j'avais rencontré Annie, la présidente de l'époque. Et voilà, j'étais déjà venue glaner les bonnes idées, les bonnes pratiques que vous aviez déjà pu mettre en œuvre à l'époque. Ça a été utile? Ça a été très utile. Je crois que l'aspect pluridisciplinaire de votre lieu, c'est-à-dire des ateliers, une ludothèque, des livres à disposition, enfin une diversité d'espaces agrégés à une restauration pas chère, des rencontres, des petits concerts, oui, ça m'a inspiré par la suite. Alors, à la suite de ce diplôme, qui coïncidait avec mon installation à Aubervilliers, j'ai très vite voulu rencontrer les lieux de vie de mon quartier. Donc j'avais 3 cafés dans la rue, or je n'ai pas pu y mettre les pieds. Alors pour quelle raison? Parce que j'étais une femme, peut-être parce que j'étais française, parce que les cafés de ma rue étaient plutôt des cafés communautaires. Et là je me suis dit, flûte, moi qui suis née en banlieue, je retrouve des communautarismes, des sexismes, les femmes exclues de l'espace public. Bon, c'est bien dommage finalement de voir que dans certaines banlieues les choses n'est pas avancées ou bien qu'elles aient rétrogradé. Parce qu'Aubervilliers n'a pas toujours eu ce mode de vie-là, ce mode de vie collectif. Donc je suis allée voir des responsables politiques, des responsables associatifs, des habitants. Et c'est vrai que le constat que je faisais, que les femmes étaient reléguées à la sortie des écoles ou au marché ou au parc, était partagé, avec regret. Donc assez rapidement, je me suis dit, je vais élargir la réflexion et faire un appel autour de moi pour savoir si des habitants ont envie de se lancer dans la constitution d'une association qui aurait pour but unique de créer un lieu de convivialité ouvert à tous, intergénérationnel, mixte, sans discrimination de culture ou de genre. Je pense aussi à la cause LGBT, qui est assez tabou dans certains quartiers. Comment est-ce que tu as sondé le public local? Alors, avec mon bâton de pèlerin, beaucoup de démarchage auprès des assos, à l'occasion d'événements qu'elles pouvaient organiser. Et puis après, quand on a constitué l'association, avec plusieurs habitants, on a commencé par mettre à plat les valeurs qu'on voulait défendre. On a
rédiger nos statuts et on s'est dit, on n'attend pas l'octroi d'une subvention ou d'un local pour démarrer. On va tenter des initiatives à droite et à gauche chez au sein de différentes structures pour tester un peu notre initiative. C'était à chaque fois l'occasion de tester les publics. Donc on a organisé des ateliers pour enfants, des débats sur la place de la femme dans l'espace public, des projections, rencontres. On a lancé un atelier couture à très bas prix avec deux intervenantes bénévoles. On était tous bénévoles à l'époque. J'en oublie, on a fait des concerts, des expos, etc. Enfin, voilà. C'était l'occasion de rencontrer des gens qui allaient devenir de futurs partenaires. C'était l'occasion de continuer à parler avec la population. Et c'était l'occasion aussi je dirais, un peu de séduire aussi les responsables politiques de la ville. Et alors, comment est-ce que vous avez démarché les élus ou les responsables politiques locaux? C'était assez simple. Le maire, en fait, je dirais que c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier quand j'ai obtenu ma soutenance. Il m'a dit, il y a un champ à investir, passez à la phase grandeur nature de votre recherche. Allez-y, expérimentez, je serai derrière vous. Après, on ne partait pas je dirais, d'une histoire, d'une page vierge. Dans la ville, il y avait déjà eu un café municipal dédié aux jeunes et aux familles qui avait fermé quelques années précédemment. Et c'est un lieu très regretté des habitants et même des élus, des conseillers municipaux. Donc, il y avait quand même dans l'air de cette ville l'envie de retrouver un lieu de sociabilité pour tous. Il y avait un terreau, mais ça n'était pas au même endroit. Non, en effet. Le café municipal était dans un quartier un peu excentré, au milieu de cité. Nous, on cherchait un lieu plus central, parce que quand on a commencé à travailler sur le modèle économique, avec la maison des initiatives économiques locales, il nous fallait un lieu, bien que le métro ne soit pas encore arrivé en centre-ville, un lieu de passage. Et c'est vrai que dans le centre-ville, il y a quand même la majorité des commerces, les marchés, etc. Donc c'était pour nous important d'être... on dit dans les commerces traditionnels, ce qui compte c'est l'emplacement et l'emplacement. Donc on voulait un emplacement plutôt bien choisi et, si possible, éviter, nous, de nous confronter aux problèmes de deal que connaissent beaucoup de quartiers de la ville. Merci Marie pour ce début de témoignage. On va revenir vers toi tout à l'heure. On va passer le micro à Julien. Ou alors Julien prend le micro rouge, comme ça Marie peut garder un micro et réagir si elle souhaite. Donc Julien Bonnet, qui est le président de l'association Avec. Ça marche. Ça marche. Okay. Tu m'entends ? Qu'est-ce que ça veut dire Avec ? Avec. Association vers l'établissement d'un café culturel qui ensuite est devenu association à vocation d'exploitation d'un café culturel. Quand on a eu le lieu, voilà, on est passé à une autre étape du projet. C'était un vrai enjeu, ça, collectif, de trouver un nom d'association. C'est des étapes à pas rater, ça fonde un collectif. Ça fédère. Oui, on s'engueule beaucoup, mais quand on trouve, on est content. Combien de personnes dans l'association ? Au début, on a démarré, on était une petite dizaine, un petit collectif, limite un petit commando culturel. On a eu la chance de réunir en une dizaine de personnes un grand nombre de compétences dont on avait besoin, des compétences, des savoir-faire administratifs. Il y a une vraie science de l'administration et de comment on s'adresse à l'administration, une vraie science de la communication. On avait aussi pas mal de réseaux culturels, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la musique. Voilà, nous tous, on réunissait beaucoup d'éléments pour pouvoir réussir à monter un projet qui se tenait. Vous avez sur votre site internet une diaporama, une jolie création graphique avec tous les chiffres qui synthétisent votre réussite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Julien, du nombre de concerts que vous avez fait, du nombre d'artistes que vous avez fait jouer, du nombre de bénévoles ou d'adhérents que vous avez? Voilà, qu'est-ce que c'est? Comment s'incarne en une carte postale toute la réussite de 4 ans du Grand Bouillon? Bon, vous ne voudrez pas, je reprends mes notes, parce qu'on a fait pas mal de choses.
Donc en fait, en 4 ans d'exploitation, on a proposé près de 350 ateliers de pratique. On a fait à peu près 250 concerts, ça en représentait environ 2 par semaine. On a accueilli une quarantaine d'expositions. On a accueilli près de 130 rencontres citoyennes. Et on a accueilli à peu près 15 000 personnes par an, ce qui sur l'ensemble doit donner pas loin de 15 x 4, pas loin de 60 000 personnes. En étant ouvert que 4 jours par semaine. Ce qui est quand même un exploit, vous voulez pas l'applaudir? Les applaudir. Eux deux et puis les 9, parce que c'est toute une équipe évidemment. Donc bravo, enfin, c'est un beau succès. Comment se passe la relation avec les pouvoirs publics à ce moment-là? Au début, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on amène un projet qui convainc le maire. On a la chance dans notre prospection, quand on cherche un lieu, parce qu'évidemment au début on demande auprès de la municipalité où est-ce qu'il y aurait quelque chose dans le parc municipal où on pourrait s'installer. Évidemment le parc municipal étant réduit, on nous dit prospecter. Donc on commence à prospecter, on fait le tour des bars. Prospecter, ça veut dire chercher dans le privé. Chercher dans le privé des lieux, et on tombe donc justement sur le cahier des charges indiqué par Marie, sur un bar dont le propriétaire allait prendre sa retraite. Quand on s'en ouvre au maire, on découvre que c'était son QG quand il était jeune. Évidemment, ça a aidé. Donc voilà, on était sur une équipe qui avait bien compris ce besoin, à qui on avait bien réussi à l'expliquer. On avait réussi, c'était important de mettre les bons mots sur ce que tout le monde ressentait. Et donc voilà, on a aussi été dans un environnement à l'époque où il y avait pas mal d'appels à projets, de subventions. Voilà. On n'a pas compté que sur la municipalité, on a gratté un peu tout ce qu'on pouvait gratter, si on peut employer l'expression, c'est-à-dire qu'on est allé voir la ville, on est allé voir le département, on est allé voir la région, on est allé voir l'État. Voilà, on a essayé de multiplier toutes les ressources de ce point de vue-là. Alors, dit comme ça veut dire qu'un projet de café culturel n'a l'air de pouvoir tenir que grâce aux subventions. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais laisser répondre Marie. En fait, oui, on a eu tous les soutiens de collectivités territoriales possibles et imaginables. Et l'État a été notre premier partenaire sur le contrat urbain de cohésion sociale avec la ville. Donc après, les choses se sont déclinées parce qu'on a été lauréat d'un appel à projet régional, ce qui fait que la communauté d'Aglo s'est intéressée à nous, ce qui fait que le département a suivi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que de la prospection, il y a eu aussi des pouvoirs publics qui sont venus vers nous, qui ont été intéressés par l'initiative. Et la question était... Est-ce qu'on a besoin de subventions pour faire vivre un lieu comme ça, ou est-ce que les recettes privées, les ventes de boissons, les ventes de repas peuvent au moins stabiliser le modèle? Alors c'est vrai que dès le départ, on avait une ambition de s'autonomiser et d'avoir une part d'autofinancement croissante. L'idée, on se doutait bien, enfin moi j'ai travaillé des années dans le domaine associatif, on voit la courbe de raréfaction des ressources publiques, donc on n'était pas naïf de ce point de vue-là. Il fallait vraiment que nos recettes propres soient à la hauteur. C'est ce qu'on a essayé de faire, et dans la 3e année, on était à 2/3 d'autofinancement, ce qui n'était quand même pas vilain. Sur un budget de près de 200 000 €. Voilà. On a inversé la balance. En fait, on a commencé sur des ressources qui étaient à 60% subventions et 40% recettes propres. Et en 3 ans, on a réussi à inverser cette proportion. On est passé de 60% de recettes propres à 40% de subventions. Ce qui est quand même souvent le cas dans les différents cafés associatifs que moi j'ai pu observer. Et au Moulin à Café, on est à 30% de subventions. Donc on n'est pas beaucoup mieux que ce que vous avez fait en fait. Enfin pas beaucoup plus stable. C'est pas une question d'être mieux ou moins bien, c'est une question de qualité, mais on n'est pas beaucoup plus stable que vous, quoi. Mélodie Tonoli, tu es adjointe à la maire du 14e arrondissement, en charge d'un certain nombre de délégations. Tu peux toutes les citer, comme ça j'en oublierai pas? Culture, jeunesse, politique de la ville,
nuit et quartier d'Ido Porte de Vent. Ah, il y a aussi éducation populaire. Vous voyez pourquoi je l'ai laissé citer, parce que bon... oui, c'est tout. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Mais Mélodie, comment est-ce qu'on peut parler du soutien ou pas des pouvoirs publics à un projet de café associatif, à des projets de café associatif ou de tiers-lieux? Nous, on est le premier dans le 14e au Moulin à Café. Mais depuis, les grands voisins se sont installés. C'est différent d'un café associatif, mais enfin, il y a des similitudes. On a aussi un autre tiers-lieu qui s'appelle le Consulat, qui vient de s'installer dans le centre commercial Gaîté, qui est en travaux, de façon très éphémère. Comment est-ce que vous intervenez pour soutenir ou pas? Les 3 exemples que tu as cités sont intéressants parce qu'en effet, il y a un fonds commun, mais ils sont très différents et ils se sont construits de manière très différente. Si je prends l'exemple d'un café associatif comme le Moulin à Café ou comme l'expérience que vous avez eue, ça part, en tout cas en ce qui nous concerne au niveau de la mairie, ça part d'une rencontre déjà, enfin d'une demande de rendez-vous, d'un entretien, d'une présentation d'un projet, où là on regarde un petit peu ce que le porteur ou la porteuse ou le collectif, et ça aussi ça compte parce que c'est pas la même chose si c'est une personne qui vient vous voir ou s'il y a déjà un collectif qui s'est constitué, une association, une structuration, une motivation de groupe, une implantation dans un quartier, dans un arrondissement. C'est des choses qu'on regarde aussi pour voir, on parlait de temps, de préfiguration d'un projet, on regarde aussi ces éléments-là. Et après, on regarde à quel point est avancé le projet. Parce qu'en effet, en fonction des personnes qu'on reçoit, ça part de « Ah bah tiens, la semaine dernière, j'ai eu une super idée » voilà, c'est un projet que je mûris depuis un certain temps, je me suis renseignée, j'ai déjà commencé à structurer des choses, j'ai réfléchi au modèle économique, je me suis formée. Parler de formation, ça compte aussi. Et puis ce que je disais après, est-ce que c'est une personne seule ou un collectif? En fonction du stade où est le ou la porteuse de projet, on le conseille. Parce que moi, je pars d'emblée, et c'est pareil pour l'ensemble de mes collègues et de la maire, bien évidemment, je pars d'emblée du principe que des personnes qui ont envie de faire quelque chose, c'est formidable et il faut essayer de les aider. Et nous, en plus, au final, on est assez demandeurs de pouvoir avoir des initiatives qui se créent dans un quartier, dans un arrondissement. Et même parfois, j'ai envie de dire, on cherche des personnes qui auront envie de faire dans certains lieux où on pense que c'est intéressant de créer un café associatif ou d'autres structures. Et des fois, on cherche et on ne trouve pas d'ailleurs. On rebondit sur d'autres projets. Et donc après ce premier entretien, il peut s'en suivre d'autres ou pas. On passe aussi parfois le relais, tu parlais de chargé de mission, on travaille en équipe. On peut aussi passer le relais à d'autres collègues et élus qui peuvent être en complémentarité en fonction de nos sujets les uns les autres. Et le projet comme ça mûrit petit à petit. Il y a évidemment le rôle de l'administration, puisque les élus ne sont pas forcément des techniciens. On est là pour... on porte des valeurs, on défend un programme, et bien évidemment, je ne l'ai pas dit parce que pour moi ça coule de source, mais le projet qui nous est présenté doit évidemment être en cohérence avec ce qu'on souhaite porter politiquement là sur l'arrondissement, mais enfin sur le territoire dans lequel on est élu. C'est des choses qu'on regarde, ça paraît aussi évident. Mais il faut aussi rencontrer l'administration puisqu'on va s'appuyer sur elle à un moment donné pour un regard d'expert, pour juger si voilà, le dossier tient la route, on parlait d'équilibre économique. Sur un café associatif, il en faut un, parce que de fait, on ne pourra pas subventionner 100% des activités. Donc comment est-ce que les rentrées financières qui peuvent être engrangées par de la restauration, par de la vente de boissons, éventuellement de boissons alcoolisées aussi, bon ça je sais que ça implique d'autres choses pour les cafés qui sont en termes de réglementation qui ne sont pas toujours évidentes. Et après, on regarde quel type de subvention on peut donner. Ce qui est sûr, c'est que les choses ont pas mal évolué au fur et à mesure des années. On ne subventionne pas comment dire ? Déjà, on ne va pas subventionner l'activité commerciale, on va subventionner les activités socio-culturelles, je dis ça d'une manière large. Et là, c'est vrai que ce n'est pas évident pour les associations ou les porteuses de projets, c'est qu'on va être sur des projets.
C'est-à-dire que par exemple, moi sur la culture, je dis bon bah ok, le moulin à café, on s'est déjà vu sur ce genre de sujet. Bien sûr, on vous soutient, on veut que le lieu continue. Donc moi sur la culture, je peux avoir une petite marge de manœuvre de temps. Mais il faut que vous me présentiez un projet culturel qui ait du sens, qui s'inscrive dans la durée. Ou sur la jeunesse, bah tiens, je peux aussi faire ça, mais pareil, il faut que ça soit un projet spécifique jeunesse. Et après, sur la politique de la ville, c'est pareil, ça va se décliner en projet. On a un peu plus de souplesse, on a un peu plus de possibilités de subventions, et c'est normal puisque c'est des quartiers qui sont prioritaires. Et voilà, on va essayer de travailler par projet. Et puis, les différentes subventions additionnées peuvent permettre d'aider. Et puis après, on va aussi conseiller sur les différents endroits où les associations, les porteurs et porteuses de projets peuvent s'adresser, puisqu'il n'y a pas que la mairie, vous le citiez tout à l'heure, il y a la région. Bon, là, en ce moment, on ne peut pas trop sur la région, mais il faut le faire parce que la région subventionne quand même. L'État, et puis après il y a d'autres choses, il y a des fondations. Alors je sais que c'est compliqué parce que ça peut être pour 3 ans, et puis c'est à nouveau des dossiers, parce que je ne l'ai pas cité, mais je sais que pour les associations c'est lourd. Chaque projet veut dire une subvention du travail derrière. Il y a aussi des institutions type Massif, etc. Il y a vous citiez les appels à projets, parce que même nous à la ville on va avoir des subventions, mais on a aussi multiplié les appels à projets. Donc on essaye de conseiller, de guider aussi pour ça. Et puis après, je vais que tu as envie d'intervenir. Je vais résumer, parce que là, il y a plein de choses qui ont été dites. Je te laisserai poser les questions après. Il y a la recherche du local. Et ça, c'est aussi des aides qu'on peut apporter. Il n'y a pas que les subventions. On peut aider via nos outils de communication. On peut faire... Moi, je fais des lettres de soutien parfois quand c'est des projets que je suis, auxquels je crois, et puis la maire aussi. Un peu la caution mairie, et puis le local. Et là, par le local, on aimerait bien répondre à la demande. Alors, moi, je veux cette rue-là. Oui, alors dans cette rue, il n'y a que du privé, donc voilà. Mais par contre, juste là, il y a des bailleurs sociaux avec qui on peut négocier. Quand je dis un bailleur social, on ne peut pas lui imposer ses temps au mètre carré. Sur les quartiers politiques de la ville, on a négocié là pour le coup des choses avec des loyers assez bas. Mais sur les autres locaux, il faut savoir que très souvent, c'est des locaux commerciaux. Donc en fait, on va demander aux bailleurs de diviser par 2, voire par 3, le prix du local. Et comme ça, je glisse un petit conseil, plus l'immeuble est vieux, dans un sens, mieux on peut négocier, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il a quand même amorti. Bon, c'est pas aussi simple que ça, hein, mais voilà. Et parfois, il va falloir faire des concessions pour le porteur ou la porteuse de projet, parce que il y a l'idéal, et puis après il y a ce qu'on va réussir à faire, et puis finalement d'avoir un loyer vraiment pas cher, c'est quand même essentiel pour lancer un projet. Et puis après, il y a l'exemple des grands voisins et l'exemple du consulat, je serai très rapide du coup, parce que j'ai été longue sur la première partie. Le consulat, c'est super. Ce qui se passe sur le centre de la Gaîté, c'est super, on est très contents, ça amène de la vie, de l'animation, tout un tas d'activités différentes. Et ce qui est super, c'est que ça ne nous a pas trop demandé d'efforts. Alors qu'il y a des projets, on passe des heures, et on le fait parce qu'on est là pour ça et on y croit. Et on les porte aussi parfois autant que nos associations. Et les grands voisins, c'est pareil, ça a été un travail de longue haleine, où après, au bout d'un moment aussi, on a laissé, une fois que c'était lancé, on s'est mis aussi en recul, on a laissé les choses aussi un peu se faire, même si voilà, on est toujours là et puis là on passe sur une autre phase. Mais voilà, Gaîté, ça s'est fait un peu tout seul, pour différentes raisons. Parce qu'il y avait quand même eu l'aventure des grands voisins, qui a été pour ça assez génial, parce que ça a permis de faire plein de petits, ça a permis de montrer que c'était possible, ça a rassuré aussi les pouvoirs publics. Au début, quand on s'est lancé là-dedans avec la maire du 14e, la mairie de Paris ne nous suivait pas. Hein. C'était... Bon, on vous empêche pas parce qu'on peut pas trop, mais quand même, vous savez, au bout d'un moment, ils vont devoir partir, là vous prenez un gros risque, voilà. Et on l'a fait, en essayant de le faire du mieux possible, on cherchait différents acteurs, et du coup ça a permis de faire plein de petits, et c'est très bien. Et le consulat, eh bien c'est Gaîté, un promoteur qui se dit tiens, en fait ça peut créer une grande attractivité pour mon projet immobilier, et puis pour mon image c'est bien aussi. Et puis j'ai envie de dire, nous on s'y retrouve finalement. Après on a fait passer un certain nombre de messages à Unibail, notamment pour tout ce qui était insertion professionnelle.
Donc on peut en profiter aussi, nous, pour amener des choses politiquement, donc c'est doublement intéressant. Voilà, pardon. Non, excuse pas, au contraire, c'est intéressant. Alors, le centre commercial Gaîté, je vais vous passer le micro après. Gardez vos questions pour l'instant. Je voudrais qu'on revienne sur le Grand Bouillon avant de vous passer la parole pour raconter la fin de l'histoire du Grand Bouillon. Mais le centre commercial Gaîté, donc c'est le consulat, c'est un tiers-lieu culturel éphémère dans le centre commercial Gaîté, donc géré par Unibail. Et ils étaient là pour 3 mois au départ, et ils sont déjà en train de négocier une extension de leur bail, donc on verra jusqu'où ils arrivent à aller. Voilà, donc ça c'est une expérience intéressante. Pour résumer tout ce que tu as dit, Mélodie, parce que les porteurs de projets se demandent souvent, si je vais voir un élu, comment est-ce qu'il va être luné? Comment est-ce qu'il reçoit le fait que je frappe à sa porte? Donc, j'entends dire qu'il vaut mieux être un projet collectif plutôt qu'un projet individuel. Il vaut mieux travailler son projet depuis très longtemps plutôt que depuis la semaine dernière. Tu prends des extraits, mais... Je recite ce que tu as dit. Mais effectivement, parce qu'en réalité, il y a toujours des choses mouvantes dans la relation, parce qu'un projet de la semaine dernière, non, ça m'a pas l'air très crédible, mais un projet qui est dans les têtes depuis 2 ans peut être très mal ficelé. Et un projet monté par 2 personnes peut être très bien ficelé, contrairement à un projet collectif qui partirait dans tous les sens. Donc en fait, tout ça, ça se discute. Sur quoi est-ce que vous allez juger de la pertinence d'un projet à soutenir? C'est pas le collectif, c'est pas la durée, c'est quoi? C'est de l'intuition personnelle, c'est des dossiers, c'est du modèle économique, c'est quoi? Je pense qu'il y a une part d'intuition aussi, oui. Mais il y a après plein d'autres éléments. Alors, j'ai moi-même pris des exemples extrêmes quand je disais la semaine dernière, mais en tout cas, que la personne soit seule ou qu'elle soit en collectif, je vais l'accueillir de la même manière. Il y a une motivation après, et puis oui, quand même, il faut qu'il y ait eu un petit peu de réflexion. Après, on va accompagner. Et j'ai envie de dire, comme c'est des choses qui prennent du temps, pour moi, il vaut mieux venir voir un élu en ayant un peu réfléchi, un peu structuré, je sais pas, avec je vais dire n'importe quoi, mais enfin un projet qui ferait 4 pages. Voilà, on a un petit peu quand même structuré les choses, réfléchies. Et puis comme ça, l'élu va accompagner sur les 1 an, sur les 2 ans, parce que de toute façon, le temps de trouver un local, le temps d'aller chercher les différents partenaires, je ne vais pas citer les partenaires privés, mais il est vrai qu'on fait référence de plus en plus aussi aux partenaires privés, avec les difficultés, je sais que ça peut entraîner, mais on peut aussi, nous élus, aider éventuellement là-dessus. Et par rapport à tes questions, à quoi je n'ai pas répondu. Non, mais donc on comprend bien, les gens qui sont dans la salle, effectivement, se disent, si je vais voir un élu, c'est pour obtenir un soutien financier, un appui pour trouver un local, un regard bienveillant aussi, parce qu'à un moment, il y a l'équipe qui a besoin de se sentir soutenue et portée, hein, c'est important. Et puis peut-être aider à la structuration aussi, parfois, quand on sent que le projet est intéressant, qu'il y a de la motivation, on peut conseiller aussi sur comment construire le projet, les acteurs, aller voir les acteurs locaux, parce que c'est toujours fondamental aussi d'avoir une implantation de terrain, parce qu'il y a le soutien évidemment des collectivités, mais le soutien des autres associations et des autres structures, il est aussi important. Il y a une aide collective qui peut se faire, des réseaux, enfin voilà, vous le savez tous ici, parce que vous connaissez un peu ça. Et puis aussi, parfois l'élu peut dire à quelle porte aller frapper. Et puis il y a peut-être un élément encore plus important que les autres, c'est pour qui on le fait. Qui va être le public sur le territoire à qui on va rendre service en installant ce projet-là. Et là, ça peut rencontrer votre projet politique. Tout à fait. Et c'est là que l'interaction peut se faire. Julien et Marie, comment ça se fait qu'à un moment, un projet comme le Grand Bouillon s'arrête? Julien, allez. Dis-moi la tasse. Alors Marie. Donc là, c'est la partie douloureuse. Donc, je voulais revenir sur ce qu'elle dit. Et Marie, pardon, mais je vous remercie beaucoup d'être venue témoigner ce soir au Moulin à Café, parce que je sais que c'est difficile, et je pensais même, en les invitant, qu'ils ne viendraient pas, parce que c'est difficile d'encaisser l'arrêt d'une histoire, et il faut aussi digérer cette période-là, et en fait c'est tout frais. Ça s'est arrêté quand? On a démarré l'association en 2011, et donc voilà, ça fait 7 ans de travail. Vous avez fermé quand? On a fermé fin février, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu tout un travail administratif de clôture des dossiers. On a
concrètement arrêté début juillet, mi-juillet. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça vient de fermer en fait. Et le mail que vous avez envoyé à vos adhérents, vous l'avez envoyé cet été, en disant ça y est, c'est vraiment la fin de l'histoire. Fermeture pour cause d'ouverture. C'est arrivé, il y a eu toute une phase où on a annoncé qu'on fermait le rideau. Dans l'idée, on ne savait pas encore si on allait pouvoir réouvrir ou pas. On a mis tout un temps à se résoudre au fait qu'on n'allait pas rouvrir. Il nous a fallu un petit peu de temps pour avaler les choses, il nous a fallu un petit peu et un petit peu de temps aussi pour trouver les mots, pour parler. Quand on met une parole dans l'espace public, surtout sur une histoire qui a concentré énormément de passion, dans la ville, ça a été quand même... ça a été une concentration d'affrontements qui nous dépassait. On va peut-être y venir après, mais voilà. Non, mais venons-y maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, allons dans le dur. En fait, il y a eu un changement d'équipe municipale. Voilà. Sauf que, et c'est là où il faut peut-être être vigilant, c'est-à-dire que notre contrat d'objectifs et de moyens était arrivé à terme. Au moment où l'équipe municipale a changé, on a rencontré l'élu à la culture qui nous a dit « Vous faites un travail formidable, on va réécrire une convention, ne vous inquiétez pas. Plutôt que de travailler de façon annuelle, on va partir sur du triennal. » Et on a relancé. On ne voyait pas cette nouvelle convention arriver, etc. Et je pense que c'est un des premiers pièges dans lequel on est tombé. C'est qu'au bout d'un moment, à force d'envoyer des mails tous les mois, de passer des coups de fil, on continue notre travail, on se dit la mairie est contente. Et on ne reformalise pas les choses, on ne les recontractualise pas. Ça veut dire que vous n'obtenez plus les financements que vous attendez, c'est ça? C'est pas ça. Ça veut dire que on est sur un siège qui devient éjectable. Après, de façon un peu insinueuse, on voit de moins en moins, alors qu'on est très proche des services, que ce soit la lutte contre les discriminations, l'égalité homme-femme, la culture, les relations internationales, on voit de moins en moins les chargés de mission, les cadres administratifs, les élus. Et puis on finit par apprendre que la maire a donné mot d'ordre à tous ses employés et ses collaborateurs de ne plus venir chez nous. Qui vous annonce ça? Par qui on l'a pris? Formel. Par qui on l'a pris? Je crois par le directeur des affaires culturelles, dont on était proche. Donc c'est le personnel de la mairie qui vous fait savoir. Voilà. Alors que vraiment on travaillait main dans la main depuis des années, c'est-à-dire avant même l'ouverture du café, on travaillait de façon étroite avec les services qui d'ailleurs nous avaient aidés à mûrir l'initiative, comme tu disais tout à l'heure Mélodie. Il y a eu tout un travail qu'on a fait conjointement jusqu'à être prêt. Et quand on a ouvert, on pouvait compter sur la mairie. Bon, enfin, voilà. Ensuite, on a, je dirais comme d'autres structures connues, la raréfaction ou la fermeture de certains guichets. On a vu les aides qui pouvaient être triennales devenir annuelles. Et puis, le premier choc, là, qui a commencé à nous mettre un genou à terre, ça a été la fin des emplois aidés. On n'a pas pu renouveler un de nos 3 postes. J'oublie quelque chose. En fait, le premier élément qui commence à nous mettre dans les soucis, c'est qu'on découvre que d'un coup, on est assujetti aux impôts fonciers et à la taxe foncière. C'était jamais mis sur le tapis. D'un coup, une année, c'est pas notre convention, mais d'un coup, ça tombe sur le tapis. Évidemment, on se rapproche du service de la mairie pour dire attendez, il y a peut-être un petit souci. Ah, évidemment, il y a un petit souci, donnez-moi ça, je vais m'en occuper. À la fin, on n'a pas d'autre choix que de les payer. Ça commence à gréver notre trésorerie. Je pense qu'on est tous d'accord sur des structures comme ça, à quel point la trésorerie, même dans une entreprise en général, à quel point une trésorerie, c'est important. Là, on commence à être grévé. Mais parallèlement, on réfléchit en permanence à notre modèle économique. On fonctionne sur un débit de boisson et sur de la petite restauration, sur de l'épicerie sèche. Mais on sait très bien qu'à l'avenir, si on veut réussir à tenir, à se développer, il faut qu'on développe une cuisine, il faut qu'on puisse proposer de la restauration.
Donc là, on arrive à faire un montage qui va être pour une part une subvention de la mairie, pour une autre part du mécénat. C'était quelle entreprise qui s'était installée? Oui, en fait la mairie, c'était un montage en 3 parties. C'est-à-dire une aide à l'investissement de la part de la mairie sur les travaux de création de cette cuisine, une part qui venait de mon fonds propre, et puis une part via une subvention de la Fondation Veolia et Vinci. Jusqu'ici tout va bien, sauf qu'on on arrive à réunir les fonds, on obtient la subvention de la Fondation Vinci, et d'un coup, ce qui nous avait été promis par la mairie, qui était autour de 20 000 € large, tranquille, devient un crédit de 7 000 € à rembourser. Là déjà, ça commence à obscurcir un petit peu nos perspectives. La promesse, c'était avec l'ancienne équipe? Non, c'est la même équipe. Non, la même équipe, c'est-à-dire que quand on discute et qu'on a un rendez-vous et qu'on formalise les choses, on est sur ce discours-là. Quand on arrive à monter les choses et que ça devient concret, qu'on va revoir le cadre en question, d'un coup, ça devient notre discours. C'est l'étranglement progressif. Donc en fait... Étranglement progressif. Ensuite, sur ce contexte-là, on a une suite d'avaries techniques. On a les moteurs de frigo qui tombent en panne, puis les moteurs de la pompe papier qui tombent en panne, puis le rideau de fer qui tombe en panne. Bonne chance. Là, la trésorerie commence à tirer extrêmement fort, c'est-à-dire que le peu de coussins qu'on avait réussi à mettre fond d'un coup, et là-dessus arrive la fin des emplois aidés. Et là, à ce moment-là, on commence à mettre un genou à terre, et là, on prend un coup de massue, de la municipalité qui en profite pour dire bon, ils ont mis un genou à terre, on va les nettoyer. Juste pour information pour les gens qui nous écoutent, qui sont venus ce soir, vous aviez combien de trésorerie d'avance, si tu t'en souviens? 10 000 €, non? Ouais, c'est ça, on a... Quoi, ça fait un mois d'activité? C'est ça. Un mois d'activité, donc c'est très peu, ouais. D'accord. Et donc, vous ressentez la défiance de la mairie? C'est-à-dire qu'au début, on a été naïf. Et la mairie, finalement, la mairie vous retire son soutien. C'est ça qui s'est produit. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, on a été un peu naïf. On s'est dit, bon, ils ne comprennent pas, on leur a pas bien expliqué, on va reformuler les choses, on va essayer de mieux leur expliquer ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Et quand on comprend qu'en fait, non, ils ont très bien compris ce qu'on veut faire, mais que c'est juste qu'on n'est pas les porteurs qu'il faudrait, ou plus les porteurs qu'il faudrait, c'est déjà trop tard. Alors c'est ça, la raison, au fond du fond, la raison pour laquelle la mairie vous retire son soutien, c'est quoi? C'est une raison politique? C'est une raison financière? C'est parce que vous faites trop de bruit le soir pour les habitants qui sont autour du café associatif? C'est quoi la vraie raison? Je pense qu'on a eu le tort de développer, de préfigurer le lieu avec une équipe municipale et de l'ouvrir à un moment où c'était une autre équipe municipale qui était passée et qui, à mon avis, ne pourrait pas le revendiquer dans son bilan, alors que les valeurs étaient combien partagées. Oui, mais ça, c'est le lot de tous les cafés associatifs. Ils ont vocation à traverser les épisodes politiques. On n'est pas là pour un mandat, nous. Frédéric. Non plus, on n'était pas là pour un mandat. Frédéric. Alors, je sens que la salle a envie de réagir et je vais passer d'abord le micro à Basile. Oui, en fait, je voudrais dire une chose. J'ai l'exemple, je me souviens dans une petite municipalité, c'était en Corrèze, c'était Chalinard, 424 habitants, je crois. Il y avait 2 factions dans la mairie. Il y en avait une, c'était pour le festival de théâtre, l'autre, c'était pour la restauration de l'église médiévale. Alors une, c'était le parti dit de gauche, et l'autre, c'était le parti dit de droite. Par la force des choses, il fallait absolument s'opposer, alors que les 2 projets étaient aussi sympathiques, le festival de théâtre comme la restauration de l'église médiévale. Je pense que c'est le problème un peu cloche-merlesque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une équipe a fait un truc, il faut forcément le ficher en l'air parce que c'est l'autre, parce que c'est plus bon. C'est plus de la politique, ça devient une espèce de rivalité d'hommes, enfin d'humains, qui passe à travers des partis politiques, mais qui n'est même plus politique, parce que l'église médiévale n'est pas de droite et un festival de théâtre n'est pas de gauche, mais il faut forcément être en opposition. C'est dommage, mais finalement ça fait les frais de gens comme vous qui veulent faire des bonnes choses. Voilà, moi, mon impression. Une réaction, Marie?
Alors, je pense que les raisons de l'empressement de la mairie et de la brutalité de la mairie à nous faire cesser notre activité, je pense que les raisons sont essentiellement politiques et économiques. Politique, chez nous, les gens se rencontraient, ils envisageaient leur avenir, ils construisaient des projets en commun. Ils se préoccupaient de leur avenir et de leur environnement. Les raisons économiques, ce qu'on n'a pas dit en exergue, c'est qu'en fait, le lieu dans lequel on a pu s'implanter, le fonds de commerce a été racheté par l'équipe municipale précédente grâce à des fonds de co-développement et les fonds ICAD liés à l'implantation d'un centre commercial. Donc il y avait un fonds qui était dédié au maintien d'un équilibre commercial et culturel en centre-ville, un fonds qui était assez richement doté, et la mairie a pris à l'époque, sur les 1 million disponibles, 250 000 € pour acheter le fonds de commerce de notre café. Après, libre à nous de l'aménager, et on y a passé 6 mois, 2000 heures bénévoles avec plus de 70 habitants de la commune ou des villes limitrophes. En tout cas, dans le laps de temps où on a pu occuper et exploiter cet endroit, on a plus que triplé le chiffre d'affaires. Ce qui signifie que pour une mairie, qui avait donc changé de bord, récupérer le fonds à ce moment-là, elle pouvait décider de le revendre et puis d'en tirer une plus-value qui, là, pour le coup, rentrait dans son budget municipal, ou bien le confier à une équipe plutôt sympathisante qui peut continuer à faire fructifier le fonds dans l'attente, dans la perspective des prochaines élections, de l'arrivée du métro, des 16 000 étudiants et enseignants-chercheurs du campus Condorcet. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a eu les deux. Il y a eu une volonté de remunicipalisation, de remettre la main sur cet outil par la mairie pour des raisons politiques et économiques. Et je pense qu'on a été un symptôme dans la façon dont manœuvre cette nouvelle mairie communiste, c'est qu'on n'a pas été le seul lieu de partage à cette vue fermée. On a eu un lieu alternatif, on a une épicerie solidaire qui est sur la Sellette, on avait une friperie solidaire qui a été mise à mal. Voilà. Merci Marie. Mélodie, tu veux réagir à ce que tu viens d'entendre? Tu n'es pas obligée, mais si tu veux réagir, tu es bienvenue, puis après je repasse le micro dans la salle. J'ai envie de dire que les élus ne fonctionnent pas forcément comme ça, et heureusement. En tout cas, pour moi, et pour l'équipe et la maire en place dans le 14e, c'est une évidence. Et d'ailleurs, on travaille et on soutient plein de partenaires différents qui, parfois, on sait dans le fond qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques que nous, mais c'est pas ça qui importe. C'est à un moment donné le projet qui est réalisé avec les habitants, si ça a du sens, si on peut se retrouver là-dessus, c'est ça qui va compter avant tout. Donc, c'est vrai que moi je connaissais pas bien votre histoire, mais je suis quand même un peu atterrée de ce genre de façon de faire. Merci. En plus, je comprends pas, parce que quand même, tout à l'heure j'entendais on peut pas le récupérer politiquement, ben c'est pas vrai. Dans l'absolu, si on continue à soutenir, ça peut être une manière de se réapproprier aussi politiquement les choses. Et puis en plus, vu les valeurs que vous défendez, je n'arrive pas à comprendre comment ça peut pas être compatible. Alors, je passe le micro dans la salle et je vais vous le laisser, je vais aller me rasseoir et après je vous laisse vous distribuer le micro entre vous. Oui, moi je voulais, je suis là pour le Schmilblick, mais je voulais aussi parler d'une expérience originale qui est la table des matières, qui est pas loin d'ici et qui est aussi une sorte de café associatif autour de la librairie, puisqu'ils récupèrent des livres que les gens ne veulent plus, des livres d'occasion, et ils vendent ces livres, mais c'est aussi un lieu où il y a des rencontres, où il y a une terrasse, c'est un lieu intéressant qui fait aussi partie, parce qu'on faisait un peu le tour des cafés, des expériences du 14e. Vous avez raison, je voulais le citer. Voilà, c'est ce que je me suis dit, donc je vous le rappelais. Voilà, la table des matières, rue de la Baie-Carton. Je suis aussi bénévole. Super travail. Un super travail, dit Mélodie, et ça y est, on a fait le rattrapage. Merci Philippe pour tout ce que tu fais.
comme tous les porteurs de projets de bar associatif, je peux être assez intarissable sur la façon dont on a fonctionné. Je vais essayer d'être bref. Moi, je connaissais un peu votre histoire parce qu'on a plusieurs personnes qui ont fait le lien entre votre projet et le nôtre. Et je pense que la question, il faudrait élargir la question du rapport avec les pouvoirs publics comme équipe municipale au rapport aux institutions en général. Parce que c'est un écosystème qui est toujours en réaction complexe les uns sur les autres. Nous, on a quelque chose de très différent de à peu près tous les bars associatifs que je connais, c'est que presque notre article 1, c'était 0 subvention. C'était vraiment le choix de départ, pour plusieurs raisons, pas une... Bon, une raison de fond qui était la question de l'indépendance politique, qui était une manière de se protéger autant que possible des revirements, une question de vie quotidienne, parce que même si on y était quelques-uns à avoir un peu de connaissances de l'administration, à savoir faire des dossiers, on ne voulait pas faire ça. On ne voulait pas rentrer dans les appels à projets, on ne voulait pas faire des dossiers de subvention annuels, triannuels, mensuels, on ne voulait pas de ça. On voulait gagner notre indépendance et notre solidité à la force de notre bras à la tireuse à bière, de notre capacité à convaincre les adhérents de venir, etc. uniquement là-dessus. Donc c'est un principe ? C'était un principe presque... C'est pas une question de gain de temps, c'est un principe. C'est les deux. C'est un principe exigeant. C'est un principe exigeant, mais quand on a l'impression d'y arriver, tellement confortable après, ça pose d'autres problèmes, évidemment. Ça ne résout pas du tout le problème de l'interaction avec les autres pouvoirs publics en général, parce qu'il y a d'autres questions qui se posent. Mais l'idée était de se mettre à l'abri de ce genre de choses. Alors, on n'est jamais indépendant complètement, ça n'existe pas, parce que le café associatif, c'est une niche juridique. Avoir le droit de vendre de l'alcool, même des boissons faiblement alcoolisées, vin, bière, cidre, poiré, à des adhérents, on a le droit uniquement parce qu'il y a une loi qui nous permet de déroger à la licence 4. Le jour où cette loi disparaît, c'est fini. Donc, bon. Il faut avoir conscience de cette dépendance à l'égard des institutions, mais il faut mieux être... Vous pouvez préciser, c'est quoi cette loi ? Vous le direz mieux que moi. Moi, je ne connais pas le texte exact qui nous le permet. Mais... C'est-à-dire que nous, ici, on a une licence petite restauration. Donc on n'a pas de licence du tout. Mais vous avez le droit de vendre à vos pas adhérents. Nous, non. Oui, nous, on va tout le monde. Oui. Voilà. Mais de l'alcool léger avec des repas obligatoires. Alors voilà, nous non. Nous, on a le statut donc le statut de bar associatif nous permet de vendre de l'alcool seul, faiblement alcoolisé, vin, bière, cidre, poiré, à n'importe qui, dès lors qu'il est adhérent de l'association. Mais du coup, nos tarifs sont de 2 € par an, parce que du coup, on ne peut pas faire des barrières à l'entrée. Mais par exemple, quelqu'un pourrait considérer qu'on est un peu à la limite, et que c'est pas... Donc, l'indépendance, elle n'est jamais absolue. Il ne faut pas te raconter d'histoire là-dessus non plus. Mais elle est tangentielle. Plus on peut l'acquérir, mieux ça vaut. Et la question de l'argent, elle est centrale. Pourquoi ça tient le modèle sans subvention aussi ? En partie parce qu'il n'y a pas d'employés. Parce qu'évidemment, sinon, sur le truc des employés, on se pose la question, parce que ça tourne économiquement notre affaire. La trésorerie d'un bar, quand on repose uniquement sur l'activité commerciale, c'est pas très dur, puisqu'on est payé instantanément et on paye ses fournisseurs potentiellement à 45, 60 jours, 30, 45, 60 jours. Donc normalement, la trésorerie, le besoin de fonds de roulement est négatif, normalement. Mais si on rentre dans un parcours où il y a du salaire, qui est quand même un poste important dans l'hôtellerie-restauration, du coup on devient beaucoup plus fragile, beaucoup plus exposé au revirement de réglementation et de législation. C'est ce qui vous est arrivé, et c'est ce qui fait que nous, pour l'instant, on a prévu d'embaucher, mais enfin on ne le fait pas. On ne le fait pas pour l'instant parce que on hésite à s'exposer là-dessus. Juste terminer un instant sur les autres institutions avec lesquelles on a eu affaire. Pour s'amorcer et pour se financer, parce que bien sûr, même si le projet du bar commun est dans son activité jusque-là, il permet de s'autofinancer en dépenses courantes, disons en choses courantes, l'investissement de départ a nécessité un apport. Cet apport, on l'a fait en partie avec des financements participatifs. Combien ? 26 000 de financement participatif et 60 000 de prêts. 2 prêts à 60 000, donc qui sont de charges fixes après de remboursement. Et la question a été de comment on se présente non pas simplement aux élus, parce qu'on n'a pas eu besoin des élus pour avoir des subventions, mais il fallait se présenter à des bailleurs de fonds. En l'occurrence, on est passé par Paris Initiative Entreprise, qui est la branche parisienne de France Active. Je ne sais pas si j'imagine que vous connaissez. Pour un contrat d'apport associatif, ce qui est un prêt à taux zéro, parce que techniquement c'est une quasi-fonds propre. On passe donc par un comité d'engagement. Et alors, ce qui est assez intéressant et amusant, je trouve, dans l'histoire, c'est que ce qui a été le plus difficile avec eux, ça n'a pas été présenté le modèle économique. Le modèle économique, il y a des bars associatifs. Les gens savent que ça tourne. On a montré des possibilités de se fournir, des possibilités un projet de carte, une marge à 2 en moyenne, etc.
des provisions de fréquentation extrêmement raisonnables, donc voilà, tout ça, mais alors c'est la gouvernance. Parce qu'on était parti sur une association, ce quoi on se tient, sans président, sans secrétaire, sans trésorier, on a tout à fait le droit, bureau collégial, et donc ils ont dit mais qui décide dans votre truc? Ben voilà, on a un conseil d'administration, un bureau collégial, une assemblée générale. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vous qu'on a en face de nous dans 3 ans? Rien. Et là, ça a failli casser là-dessus. Nous, on a tenu bon parce que c'était vraiment le point de départ. On voulait cette aventure un peu politique associative, sans chef, sans grand chef, sans petit chef, sans etc. Mais c'est sur la gouvernance que les pouvoirs publics, enfin pas les pouvoirs publics, les institutions en général ont le plus tiqué, mais il faut essayer de pousser ces pratiques-là. Alors nous, Moulin à Café, on a dû aller refaire la déclaration de licence petite restauration, parce qu'on avait une licence petite restauration, mais au nom de la première présidente il y a 12 ans. Donc elle n'était plus valable, et donc ils ont dit mais non, mais il faut que ce soit le président ou la présidente en titre d'aujourd'hui. Mais ça change tous les ans chez nous, parce que voilà, c'est une gouvernance aussi participative des habitants du quartier. Faudra revenir la faire tous les ans. Donc c'est juste ingérable, effectivement, le rapport avec les institutions, il est compliqué. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, vous avez dit il y a d'autres problèmes qui se posent dans la relation politique avec la municipalité. Même si on n'a pas demandé de subvention, vous avez dit, ça implique d'autres relations. Lesquelles? D'autres questions, enfin pas forcément d'autres problèmes, parce que nous c'est assez... Comment dire? Quand vous allez voir une municipalité en disant on veut un local, mais petit 1 on veut le payer, petit 2 on veut pas d'argent, ça facilite grandement le début des relations. Alors Mélodie aime beaucoup. Du coup, les associations voisines nous disent mais vous avez un local en 8 mois, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on ne veut pas d'argent. Mais c'est un local dans le privé? Alors non, justement, c'est un local de pied d'immeuble, neuf, donc c'était même pas la peine d'essayer de négocier sur le montant du loyer. Non, c'était même pas la peine. C'est 100 mètres carrés qu'on a négocié pendant 4 mois le bail, mais nous, on a négocié la durée. Parce que pour se protéger, on a des prêts sur 6 ans. Il n'était pas question qu'au bout de 6 ans qu'on ait remboursé les prêts pour l'aménagement, on met dehors, parce que sinon on repartait à zéro. Donc on a un bail de 9 ans, mais ça a demandé un temps fou à négocier. Par contre, du coup, on n'a pas négocié du tout sur le tarif. Paris Habitat, le social nous a dit, c'était même pas la peine, logement neuf. De toute façon, il l'aurait loué à quelqu'un d'autre. Donc si vous le vouliez vraiment, il ne fallait pas négocier. C'est là où l'intervention politique, elle peut avoir lieu. Oui, alors justement, c'est là où les élus on a été dans un jeu en triangle, même un peu plus qu'en triangle, mais entre un jeu à 5 pôles. Entre Paris Habitat, donc le bailleur social, qui voulait nous vendre, nous louer au prix qu'il voulait, un bail le plus précaire possible au bout de 3 ans, de financer 0 travaux, 0 franchise de loyer, etc. Normal. La seule subvention qu'on a eue, c'est la franchise de loyer pour travaux, parce que le bâtiment était nu, brut de béton. Plutôt inévitable. PIE, la mairie et le CROUS qui occupait le logement, qui loue la résidence universitaire au-dessus et qui a appuyé les 3 pieds sur le frein pour que le projet ne s'installe pas. La mairie a beaucoup aidé. La mairie a aidé parce qu'ils y croyaient et parce qu'ils ont favorisé l'acceptation du projet dans ce qui s'appelle les commissions d'attribution des pieds d'immeubles de logements sociaux, où un ou plusieurs porteurs de projets sont candidats à occuper un local. Et donc, ils nous ont aidés sur la négo, sur la durée, en disant bah oui, si c'est 9 ans, c'est bien, parce que du coup, nous, ça nous installe dans la durée, etc. Mais pas sur le montant, parce que... Oui, mais je ne suis pas forcément sur... C'est ce que je disais tout à l'heure, les élus peuvent aider, pas qu'en donnant des Absolument. subventions. Voilà. Et c'est une relation beaucoup plus facile. Enfin, les bons comptes font les bons amis. Voilà, quand on n'arrive à pas trop mettre d'argent en jeu, c'est plus facile. Mais ça suppose un autre modèle. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Est-ce que le Grand Bouillon veut aller frapper à la porte de Paris Habitat? C'est une question sous forme de plaisanterie, même si je sais que votre histoire est difficile, mais comment est-ce que vous réagissez à ça? Mais derrière cette question-là, il y a est-ce que vous envisagez de rebondir à un moment, ou qu'est-ce que vous allez devenir, s'il y a un devenir? Moi excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Daniel. Alors effectivement, si je repartais dans une aventure, je pense que je ferais tout sauf du conventionnement. Et également, je chercherais à être le plus indépendant possible, à ne dépendre de personne. Ça arrive à ma deuxième question. Tu as parlé des problèmes de la relation avec le pouvoir public quand on est une association sans gouvernance. Avec la banque, ça se passe comment? Parce que je ne sais pas combien vous avez emprunté, mais j'imagine qu'à un moment donné, face à ton banquier, pour trouver cet apport,
la question se pose aussi. Vous avez fait comment? Ça s'est passé comment? Voilà. Là, c'est la CPIE, qui est Paris Initiative Entreprise, qui a été l'acteur clé, parce que le contrat d'apport associatif de 30 000 s'assortit d'une garantie des 2/3 d'un autre prêt équivalent à 30 000, c'est une banque suisse. On a... oui, c'est formidable. Voilà. Et on a failli dealer avec une banque que je vais citer pour en dire du mal, qui s'appelle Crédit Coopératif, qui nous a planté à la dernière seconde d'une façon assez pénible, au creux de l'été. On est heureux tous les jours qu'il nous ait planté, parce qu'avec l'autre banque ça se passe extrêmement bien, ça s'appelle la BRED, qui nous a rattrapé avec un très bon taux et une interface extrêmement facile. C'est moi qui m'occupe des sous, donc je bénis je ne sais pas qui tous les jours de travailler avec la BRED. Et du coup, on n'a que 10 000 pour lesquels il fallait se porter garant, donc c'est notre mandataire légal qui est garant, et nous, entre nous, on s'est fait une garantie solidaire sur les 10 000, ce qui représente donc un 8e de la somme mise, qui est une garantie de base relativement limitée. Alors, moi je voudrais juste compléter pour donner un contre-exemple à ça. La BRED, je ne les connais pas, PIE, je les connais, le Crédit Coopératif aussi, et à un moment, j'ai porté un autre projet de café associatif que celui-ci dans un autre quartier, et on avait fait un gros travail de terrain, identifier le local, trouver les cautions bancaires, enfin les prêts bancaires. On avait 3 banques qu'on avait démarchées qui étaient prêtes à nous soutenir, à condition que par initiative nous soutiennent, parce que c'était eux les garants des prêts. Le prêt, il était de 80 000 €, juste un prêt d'investissement pour l'équipement de cuisine. Ça ne va pas très très loin non plus pour ce type de projet-là. Et par initiative entreprise, nous a retiré son accord la veille de la signature du bail. Heureusement qu'on avait décidé de le signer le lendemain, et pas la veille. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas restaurateur. C'était où? Et donc, c'était à la porte d'Ido. Et je ne suis pas restaurateur, et donc ils ont retiré leur confiance dans les 2 principaux porteurs de projet, dont le métier n'était pas de gérer un café. Donc on voit aussi que dans la réflexion des institutionnels financiers, il y a quand même des réflexes à l'ancienne qui font qu'on ne peut pas non plus bousculer, on ne peut pas innover, on ne peut pas inventer des nouveaux modèles. En gros, je l'ai pris comme ça, je n'ai pas le droit de changer de métier. Et c'est terriblement difficile, alors que je m'étais formé, j'avais mon permis d'exploitation parce que j'avais fait la formation à la chambre de commerce, etc. Donc voilà. Donc PIE, ils sont géniaux chez vous, ils n'ont pas été géniaux chez moi. Voilà. En tout cas, on a tous des expériences exactement la même investigation de leur part sur nos compétences à gérer les lieux. J'ai du mal à comprendre pourquoi, malgré ces formations-là, ils n'ont pas voulu. Mais nous, on a vraiment du coup essayé de dire qu'on ne faisait pas de restauration parce qu'on savait qu'on n'avait pas les compétences pour les coups. Donc, une petite restauration, planche, fromage, etc. Parce que justement, on savait que le niveau d'exigence que supposait de passer au cap restauration, on n'était pas capable. Mais je suis surpris qu'avec ce niveau de formation, etc., ça bloque aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour nos intervenants? Ou d'autres réactions de la part de nos intervenants? Moi, je veux bien oui, remonter un projet comme ça à Paris, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, on n'en est pas encore là. Ce qui est sûr, c'est que quand la mairie a sorti son sa Kalachnikov, il y en a pas mal qui circulent dans le 9-3. Quand la mairie a sorti sa Kalachnikov, les autres collectivités ont voulu réagir. Elles ont envoyé des mails, elles ont téléphoné à la mairie. Là, je parle de la communauté d'Aglo, le département notamment, en disant, nous, on accompagne cette structure, on continue à la soutenir, mais que se passe-t-il? Et la mairie a tout fermé. Et ce soir, pour nous, c'est important d'être là, parce que ça nous permet quand même de remettre des mots sur ce qui s'est passé. Et peut-être, puisque notamment le département et donc la communauté d'Aglo aimerait bien monter aussi une rencontre de ce type-là avec la mairie d'Aubervilliers pour essayer de comprendre de façon dépassionnée ce qui s'est réellement passé. Donc peut-être qu'un jour on fera il y aura une nouvelle confrontation avec nos élus. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, pour ma part, je n'ai plus du tout envie de m'investir à Aubervilliers. Il y a des gens formidables, des assos formidables, des initiatives formidables. Donc je vais reprendre une vie normale, je vais aller
voir ce que les uns et les autres font, comme j'ai toujours fait. Mais voilà, je ne m'investirai plus tant que cette équipe est au pouvoir. J'ai eu le sentiment que pendant 7 ans, on avait œuvré dans le sens du bien commun et qu'on était tous sur la même longueur d'onde en fait, qu'on avait tous la même visée, qu'il y a un meilleur vivre ensemble et en fait non. Avec la nouvelle équipe, manifestement on s'est trompé, nos vues divergées. En tout cas là où on essaye de se rassurer, c'est qu'on se dit que voilà, nous on y a mis tout notre cœur, notre poésie, notre esthétique, et que malheureusement, et notre amour, voilà, et que peut-être eux en manquent un petit peu, et c'est ce que nous renvoient encore les gens aujourd'hui. Dans la ville, je dirais qu'il y a à peu près 400-500 personnes qui, de près de loin, continuent de nous dire mais quand est-ce que vous allez rouvrir quelque chose, on ne peut pas vivre sans un lieu de ce type-là dans la ville, c'est devenu moribond. On se demande même si on ne va pas partir d'Aubervilliers. Et là, je parle de nouveaux arrivants comme d'anciens Alberti Villariens. Enfin, donc voilà. Bon. Tout ça pour dire que on va inventer autre chose, mais peut-être avec des gens un petit peu plus clairs et voilà, peut-être avec des élus plus professionnels, je veux dire. Voilà, c'était juste une petite aparté. Par ailleurs, on va avoir de nouvelles occupations temporaires dans le 14e. Je disais qu'on allait avoir de nouvelles occupations temporaires dans le 14e, vers Porte d'Orléans. Garage Citroën. C'est un scoop là. C'est qui? C'est quoi comme projet? Ah non mais non. Je peux pas tout dire parce que j'ai pas encore suffisamment travaillé dessus. C'est qui? C'est quand? Non, il va y avoir une occupation temporaire, garage Citroën, c'est privé, hein, ça a été racheté, il va y avoir des travaux, mais du coup, hop, on a un petit interstice de 2 ans. Et donc là, on est en train de travailler un peu en quelque sorte sur notre cahier des charges politiques. Qu'est-ce que sur ce territoire à la Porte d'Orléans on veut? Et du coup, après, on va s'entourer de partenaires qui ont aussi de l'expertise sur les occupations temporaires et on va créer cette occupation temporaire. C'est sponsorisé par Citroën? Non, c'est pas Citroën. Citroën, ils sont partis. La petite ceinture, là, dis-moi. La petite ceinture. La petite gare. La petite gare de Montrouge, oui. Et ben là, c'est la Bellevilloise qui doit s'occuper de ce lieu. Ah oui, c'est un peu de retard parce qu'il y a eu des sujets sur les travaux et la réception des travaux. Normalement, si tout va bien, ils devraient ouvrir le lieu en janvier. En même temps que Citroën. Non, ça sera plus Citroën. Moi, je voulais poser une question aussi à la base. Je voulais demander à Daniel. Oui, c'est moi qui pose des questions aussi. Ça m'intéresse toujours. Non, je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qui définit votre projet? C'est-à-dire qu'il y a le côté... On est un collectif, voilà, vous l'avez bien défini au départ, mais est-ce que vous proposez des activités socio-culturelles? Est-ce que sur les tarifs, etc. aussi, voilà, il y a un accès pour tous, enfin, vous voyez un peu ce à quoi je veux en venir. Et Caroline, du coup, c'est ça, comme on ne vous a pas trop entendu, je me demandais aussi d'où vous veniez, où vous aviez envie de créer votre projet. Non, Daniel, d'abord. Très vite, je ne vais pas détailler le menu qu'on a, des choses qu'on voit. Non, effectivement, on était tout de suite dans la technique et pas dans le fond du projet, c'est vrai. Non, nous, l'idée du bar commun, c'était de faire en un seul endroit des choses qu'on aime trouver et qui sont aujourd'hui le plus souvent éclatées. D'un côté, un endroit de convivialité, typiquement un bar qui ressemble à un bar, dans lequel on peut rentrer un peu à n'importe quelle heure, on est ouvert 5 jours sur 7, mais quand même le plus largement possible. Pour boire des cafés, des bières avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, où on peut se parler facilement, donc c'était cet aspect-là, à des prix abordables, café à 1 €, verre de vin, bière à 2 €, planche à 3 ou 6 €, voilà, ce qui est indispensable dans un quartier comme celui où on est. Un endroit où on puisse tous faire des choses utiles pour la vie du quartier. Pas simplement ceux qui vont aider et ceux qui sont aidés, mais mettre un peu chacun en position d'aider l'autre. On fait notamment de l'aide administrative. Ça, c'est vraiment l'un des cœurs de métier qui nous ramène le plus de bénévoles et de gens intéressés par le projet. Donc ça, c'est des permanences toutes les semaines. De l'accompagnement scolaire, de l'aide aux devoirs, du français, langue étrangère, ateliers de conversation et choses de ce genre. Et puis toute une dimension
d'activités de type culturalo-intellectualo-politique, qui va du concert à la projection débat, en passant par des ateliers de réflexion assez ouverts sur les sujets environnementaux, sociaux, avec l'idée de faire de cet endroit une espèce de laboratoire de société où chacun trouve sa place, justement, où le premier truc qu'on se demande, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est et là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, comment on crée, ce qui va avec la gouvernance en président, etc., comment on crée une micro-société capable de se projeter au-delà. On aimerait ouvrir d'autres bars communs, c'est assez fatigant, on ne peut pas forcément le faire tout de suite, mais potentiellement c'est quelque chose qui aura un sens, où on peut à la fois faire caisse de résonance de la façon dont la marche du monde nous émeut et nous interpelle, et comment on peut concrètement se traduire par des pratiques locales. Tu peux rappeler votre superficie? On a 100 mètres carrés. On a 100 mètres carrés, zéro sous-sol, rien, donc on a construit réserve, stock, toilette, cuisine. On a 67 mètres carrés de surface de bar et on est en train d'avoir une terrasse, ça c'est cool. Et c'est que du bénévolat du coup? C'est que du bénévolat. On a depuis le début de l'année, enfin depuis l'ouverture de l'année dernière, on a 180 personnes qui sont relayées derrière le bar pour servir. On a en gros 50 créneaux de service par semaine de 2h30. Et avec, si on est dans le chiffre, avec 6000 adhérents depuis l'ouverture. Caroline. Oui, donc nous, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment au tout début de notre réflexion. On a été voir plusieurs acteurs, dont Asteria, qui nous a un petit peu aiguillé sur les différents contacts et adresses avec lesquels on pouvait prendre rendez-vous pour s'imprégner, s'enrichir de tous les projets existants. Aujourd'hui, donc, on a envie de travailler sur deux axes, l'un qui est donc l'éco-citoyenneté. Vous pouvez orienter le micro comme ça. Ouais, je pense que ça marche mieux, je crois. L'éco-citoyenneté, on voudrait proposer une sensibilisation au sujet éco-solidaire, en particulier sur l'approche zéro déchet. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui des courses zéro déchet, même si on n'a pas des magasins en vrac qui proposent du vrac partout, des ateliers do it yourself, tout ce qui tourne autour de déchets, de la mobilité. Et puis on voudrait proposer à tous, c'est-à-dire pas seulement aux gens qui sont déjà un petit peu sensibilisés là-dessus, mais vraiment à tout public, à des gens qui sont un petit peu plus éloignés de ça dans leur quotidien ou dans leur culture également. Et puis on a un deuxième axe qui nous tient à cœur, qui est le bien-être, et là aussi le bien-être pour tous, c'est-à-dire que le cours de yoga qu'il soit accessible là aussi à tous, parce qu'on a tous besoin à un moment donné de faire stop et de se faire du bien. Donc voilà, c'est les deux axes qui nous tiennent à cœur, et pour l'instant on n'a pas du tout réfléchi sur géographiquement où est-ce qu'on voudrait s'implanter. Voilà, on se laisse du temps, parce qu'il faut du temps pour tout ça. Si je peux me permettre de poser une question, Marie, tu expliquais au départ que vous aviez proposé des différents ateliers avant même d'avoir trouvé un lieu. Où est-ce que vous proposiez vos différents ateliers? Comment est-ce que vous avez fait pour toucher les différents publics? Et puis j'ai une question pour Daniel aussi, parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de bénévoles autour de cette aventure. Et ma question c'était comment vous avez trouvé ça? Tu m'as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais comment vous faites pour les fidéliser? Parce que c'est ça que je trouve assez impressionnant, et j'imagine que pour tous, c'est la problématique de la fidélisation des bénévoles. Elle doit être assez cruciale. Donc comment on s'y prend pour fidéliser les bénévoles? Alors en fait au Aubervilliers, il y a à peu près 400 associations. Donc il a été assez simple de trouver des lieux pour nous accueillir et pour démarrer les premiers ateliers. Alors les tout premiers ateliers, ça a été l'éveil musical pour les enfants et la couture. Et après des ateliers ponctuels autour du jardinage, des ateliers créatifs pour les enfants. Atelier goûter à 5 €. Voilà, les enfants étaient occupés toute l'après-midi. Donc ça n'a pas été très compliqué de trouver des lieux très, très accueillants. Et puis, concernant les bénévoles, je ne sais pas, il y a eu un miracle. Ils sont restés pendant 7 ans.
Et ils ont donné de leur temps. Alors maintenant on en rigole, hein, parce que les enfants ont grandi, mais nos enfants ont grandi dans des réunions, ont grandi dans le bar, ont grandi dans des ateliers, ont grandi quand on montait les scènes, qu'on accueillait les artistes. Enfin, voilà, on se dit, avec toutes les réunions qu'on a fait, logiquement ils devraient être militants. Voilà. Pour le bénévolat au Moulin Café, vous avez derrière vous Françoise. Ben non, elle était là il y a... Ah, elle est passée là, Françoise. Elle est passée là, Françoise. Tu veux dire un mot sur le bénévolat? Parce que tu as travaillé des années sur la fidélisation des bénévoles et le fait de les rappeler et de les faire intervenir. Alors on est obligé, Françoise, parce que comme on enregistre, si tu parles sans micro, on n'entendra pas ce que tu dis. Merci Françoise. Je suis là depuis 11 ans et demi en fait. Hein. Et c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, d'avoir la fidélisation dans les bénévoles parce que nous, il y a le problème des repas, midi et soir, où il faut qu'il y ait une aide pour le service. On a combien de bénévoles aujourd'hui au Moulin à Café? Petite trentaine. Et combien de bénévoles inscrits? Donc il y a ceux qui viennent, puis il y a ceux qui ne viennent pas. Je dirais 20. Quoi. D'accord, il y en a 20 qui viennent sur 30 inscrits. Oui, à peu près. Ouais. Et comment est-ce que tu travailles la régularité, le fait qu'ils reviennent? Tu peux expliquer qu'il y a un planning? Comment ça fonctionne? Il y a le planning affiché sur Internet, il y a le planning affiché dans le café, il y a l'affectif, avec moi ça joue beaucoup, parce que je suis là depuis longtemps et que je les connais tous, que je suis quelqu'un de, oui, très affectif, mais j'ai travaillé dans les hôpitaux avant, donc j'ai tout un parcours, je pense, donc j'aime l'être humain. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on fait quand même des fois des services de 60 repas et s'il n'y a qu'un seul bénévole. Comment vous cherchez des bénévoles? Voilà. Alors, Mélodie demande comment on cherche des bénévoles, ou plutôt comment on les trouve, parce qu'en fait les chercher c'est pas facile, mais il faut les trouver. C'est un peu hasard, c'est les quartiers, c'est par la maison des assos dans le 14e. Il y a un site sur internet, ne me demandez pas le nom, c'est internet et moi, on est pas très copines, très copains. Il y a quand même un noyau de très fidèles dont je fais partie. Quoi. Et puis, mais heureusement, parce que je pense que c'est ça qui vous sauve. Heureusement, surtout le midi. Quoi. Je pense que c'est ça qui vous sauve parce que... Excusez-moi, je me permets. Tu fais un travail formidable et je sais que c'est compliqué pour suivre plein d'associations la question des bénévoles. Mais 30, c'est presque un miracle que vous arriviez à faire tout ça. Je pensais que vous aviez quand même... Plus de bénévoles que ça. Ben, il y en a 50 si tu veux, mais il y en a 30 qui sont réguliers. Quoi. Et moi je dis même 20. Et parce qu'on est 4-5 à tout le temps là. C'est pour ça que du coup je me demandais comment est-ce que vous les recrutiez. Parce que c'est un peu ça aussi, quel canal de communication vous utilisez. Enfin voilà. Il y a des jeunes qui viennent, mais c'est eux qui restent moins longtemps les jeunes. Et c'est beaucoup en présentiel. C'est beaucoup en présentiel, il y a aussi Thomas et son équipe, les salariés qui sont là, qui tous les jours, quand ils voient quelqu'un qui arrive, ils disent « Bon, comment est-ce que je pourrais vous rendre service, etc. » Ben, inscrivez-vous comme bénévole, faites un premier essai une fois, vous allez voir, on va vous trouver une mission. Alors voilà, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous savez faire, de quoi on a besoin, nous aussi, il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux. Et puis, je me souviens d'une époque, quand on a lancé le bénévolat au Moulin Café, on s'était dit « Tiens, on va faire en sorte que chaque demande de bénévolat puisse être honorée, pour que chacun puisse trouver sa place. » Et je me souviens d'une fois de quelqu'un qui était venu, qui était sans abri, puis qui disait « Moi je serais bien bénévole chez vous, mais moi je sais rien faire. » Alors rien de rien, j'ai jamais rien fait dans ma vie, je serais jamais capable de faire quoi que ce soit. Et en fait on lui a trouvé une mission, il venait chaque semaine arroser les plantes. Et donc voilà, on avait essayé de faire ça, bon ça a tenu le temps que ça a tenu, mais c'est aussi un engagement et c'est un travail de tous les jours que des bénévoles comme toi Françoise faites, ou que l'équipe salariée fait, voilà, pour ratisser, pour amener toujours des nouvelles forces vives, quoi. On a beaucoup essayé, parce que nous aussi on a une résidence étudiante juste au-dessus, de travailler avec eux, de les faire venir. Ça prend pas chez nous, chez vous non plus. Voilà, ça prend pas. Donc c'est étonnant, mais ils pourraient tellement en faire leur lieu et en fait ils le font pas. Mais non, moi j'ai été les voir avec des plus jeunes que moi pour qu'il y ait un rapport de jeune à jeune. Hein. Je suis consciente que je suis plus âgée. Mais ça ne les intéresse pas, des fois ils bossent à côté, puis ils sont juste au-dessus. On a eu une fille qui est restée 1 an, c'était un exploit. Françoise, Basile avait une question à poser tout à l'heure. Tu veux bien lui passer le micro? Merci. Ah, il ne se souvient plus de sa question, Basile. Si tu te souviens, oui.
Bon, c'était... Il marche? Oui, on t'entend bien. Oui et non, je voulais dire comme on avait... Oui, on avait dit le fait qu'il y ait des cafés associatifs où il n'y a que des bénévoles et d'autres où il n'y a pas que des bénévoles. Je ne sais pas si j'ai mentionné, mais il y a un article café associatif dans Wikipédia que j'ai fabriqué. Tu l'as dit au début. Oui, de la et bien en séance. fin de compte, j'ai remarqué que dans certains cafés associatifs, par principe, ils ne veulent pas de salariés, dans d'autres, ils ont des salariés. C'est des philosophies différentes, simplement. Apparemment, et puis il faut avoir l'amplitude d'ouverture pour ces cafés associatifs qui sont ouverts le dimanche matin, par exemple, uniquement, de devoir faire dans des petits villages de 300 habitants, qui sont ouverts seulement certains jours, qui sont ouverts seulement quand il est possible d'être ouverts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande souplesse dedans, et en même temps, c'est des principes différents qu'on rencontre. Pour ceux qui ne veulent pas de salariés, ça devient y compris un principe, même quand ça fonctionne bien dans certaines villes. Et une chose que je voudrais dire, c'est que sur le café de Aubervilliers, ce serait intéressant, ce serait de faire une espèce de mémorial sous une forme ou bien internet ou bien imprimé, toute l'expérience qui s'est passée au cours des années, parce que c'est quelque chose de précieux. Éventuellement que les gens qui ont fait quelque chose à un moment donné se revoient, mais même parce que c'est une expérience qui est importante et ce serait douloureux de ne pas se revoir aussi dans des conditions par la suite à un moment donné, ce serait sympathique pour vous. Merci Basile, parce que cette question va nous emmener vers la conclusion. Du coup, Marie, Julien, est-ce que vous pouvez juste d'abord répondre, on n'est plus sur les pouvoirs publics, mais répondre sur le bénévolat. Comment vous avez fidélisé les bénévoles chez vous? Est-ce que vous avez mis en place des outils de fidélisation, des plannings, etc. Et puis en effet, pour terminer, racontez-nous comment vous allez ancrer votre marque dans le paysage d'Aubervilliers ou dans la mémoire collective de ce que vous avez fait pendant 7 ans. Alors, sur la question du bénévolat, on va d'abord parler de la question de l'emploi et de pourquoi on a choisi d'avoir des salariés. La première chose, c'est qu'on avait besoin, comme on travaillait tous, on avait pas mal d'activités, il nous fallait quelqu'un à la direction, quelqu'un qui soit tout le temps, qui puisse faire un suivi opérationnel des choses. C'est un premier salarié. Deuxièmement, on avait une tenue d'un bar. Alors c'est vrai qu'on aurait pu choisir d'avoir un bar tournant avec plein de bénévoles. La situation d'Aubervilliers et le public qu'on avait était de telle nature qu'il était vraiment essentiel d'avoir une figure qu'on puisse reconnaître, que les gens reconnaissent et respectent et apprennent à respecter. C'était vraiment... voilà, je ne sais pas comment ça se passe pour vous ici, On a Thomas. mais voilà, à Aubervilliers, ça peut souffler très fort. Donc voilà, il y avait cette notion-là. Comment on a fait pour fidéliser les bénévoles? Comme je vous le disais au début, on était assez peu, on était une petite dizaine. C'est autre chose à tenir que 50 bénévoles. Et surtout, il y avait une espèce de serment tacite. On était parti à une dizaine, on est resté quand même longtemps. Bon, il y a des gens qui ont quitté l'aventure en cours de route parce que la vie faisait que les gens ont des enfants, que les gens déménagent. Mais c'était une aventure humaine très forte. Nous étions des amis. Bon, au début, on se connaissait pas, nous sommes devenus des amis. Nous sommes devenus des frères et des sœurs. Il y a quelque chose de ça, c'est ancré en nous. À vie, on est des bouillonneurs. On va partir ou pas, faire ce qu'on a à faire, mais ça reste. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est voilà. Donc c'était peut-être pas voilà. Un peu d'émotion. On ne répond pas tout à fait à la question sur comment on les a fidélisés. Il y a de l'affect, c'est vrai, de l'affect. Ils étaient fidélisés, je veux dire, mais on n'a pas recruté, on n'a pas fait une campagne, sauf à la fin, sur le comité de soutien, on n'a pas fait. C'est-à-dire, on n'a pas fait une campagne de recrutement, on n'a pas voulu ouvrir le nombre de bénévoles. On avait besoin pour. Je sais pas, on a senti besoin de fonctionner comme ça, c'est-à-dire qu'on voulait un café par les habitants et pour les habitants, mais on avait besoin de tenir la direction et pour tenir le cap, on avait besoin de ne pas être beaucoup, parce que déjà à 10 pour se mettre d'accord, alors qu'à la base, déjà, on est quand même plutôt dans les mêmes obédiences, dans les mêmes idées, dans la même vision des choses. Je veux dire, les réunions, ça a y allé à coups d'étincelles et ça pouvait monter fort et vite, et je pense que voilà. Je ne laisse même pas imaginer si on avait été 30, 50 à se mettre d'accord en... Non, ça c'est la politique. Voilà. C'est la passion. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que vous laissez comme marque? Est-ce que vous arrivez à construire un avenir? Alors, on a gardé des écrits.
On a fait une fête il n'y a pas très longtemps et Julien a ressorti des archives, je sais pas, 200 photos. Voilà, il nous a fait des petits coffrets aux salariés, puisqu'on était les derniers licenciés économiquement, des petits coffrets avec 200 photos et on a revisité les soirées, les sourires, les couleurs. Moi, je dois avouer que j'étais là tous les soirs et pourtant, il y a des choses qui s'étaient effacées de ma mémoire. Donc voilà, on aimerait bien peut-être un jour en faire un livre, effectivement compiler tout ça. Là, dans l'immédiat, c'est plutôt, j'ai envie de dire, des structures proches de nous, d'Aubervilliers, qui nous rendent hommage. Il y a notamment les Poussières qui font un défilé de lanternes construite avec tous les habitants tous les ans. Et cette année, ils ont choisi le thème du festin. Il y aura un grand chaudron énorme, illuminé, qu'on est appelé à porter. Donc Julien, en tant que président, et moi, ancienne directrice, on sera là. Et puis les deux anciens salariés également. Voilà. Donc on en est là, on essaye d'avoir des petits moments festifs, des petits clins d'œil. Voilà. On n'a pas encore tout digéré, mais moi j'ai pu recroiser des élus. Voilà, je leur dis que je suis pas en colère, mais que je suis simplement déçue. Et puis j'essaye de leur faire comprendre que on les a toujours pensés comme partenaires et que finalement, moi je suis pas quelqu'un de rancunière. La ville est trop petite pour qu'on s'écharpe. Essayons de retenir ce qui a été positif. Mais il y a quand même de la douleur, parce qu'il y a eu énormément de bonheur. Et on l'a vu dans les photos tout à l'heure, et moi je suis venu chez vous et je l'ai senti cette chaleur, et vous en avez parlé, ça tout part du cœur chez vous. Et donc vous avez vraiment mené un très beau projet. Merci beaucoup pour votre témoignage ce soir. On espère qu'on vous retrouvera bientôt. Merci d'être venu au Moulin à Café. Merci aussi Mélodie Tonoli d'avoir été avec nous ce soir. Donc, et à travers vous, Marie Audou et Julien Bonnet, merci à tous les bouillonneurs, puisque vous les appelez les bouillonneurs, qui ont fait cette œuvre magnifique. Allez, le mot de la fin, Marie. On a quand même oublié quelque chose d'important, et Daniel est au courant. C'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à être vraiment mis sous pression par la mairie, il y a un collectif d'habitants qui s'est spontanément créé, un comité de soutien qui est venu vraiment en renfort pour nous aider à tenir le bar, puisqu'on avait un salarié de moins. Mais ce collectif a tenu le bar avec un enthousiasme, un entrain inimaginable et une envie politique d'éventuellement reprendre la suite de ce grand bouillon, parce que nous on commençait à être fatigués, l'équipe de départ. Donc on a travaillé, on a appris à se connaître dans le travail, on a fait des réunions, on a essayé de voir ce qu'on pouvait leur donner comme élément pour qu'ils puissent prendre la suite, etc. Malheureusement, la mairie ne l'a pas entendu de la sorte. Là encore une fois, elle a coupé court à cette initiative citoyenne. Il n'y a pas eu de succession ou de reprise par ce comité du lieu. Mais vous avez eu un beau succès d'estime, vous avez une belle reconnaissance de la part des habitants, dans le réseau des cafés associatifs aussi, et c'est important, et en fait vous n'êtes pas seul. Bravo vraiment pour tout ce que vous avez fait. Bravo. Écoutez, merci en tous les cas pour votre participation à cette soirée. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions, mais on peut rester encore un petit peu ensemble pour discuter autour d'un verre, autour d'un repas, peut-être s'il en reste pour ceux qui n'ont pas encore dîné. Je sais pas, l'équipe cuisine est en pause manifestement. Mais bon. Et puis la prochaine séance, ce sera dans 2 mois sur un autre thème que celui de la relation avec les pouvoirs publics. Et le thème n'est pas encore défini, mais on vous informera sur Facebook, sur Internet, par mail, etc. D'ailleurs, je vais faire tourner une petite feuille pour garder vos adresses email. Merci beaucoup à vous pour votre participation à la soirée.